Je veux que nous essayions de connecter ceci ensemble de manière cohérente, de manière euh, harmonieuse. Voilà ce que la théorie de l'esprit souverain affirme avec précision. Voilà ce que la théorie de l'esprit souverain, je l'ai mis, théorie esprit souverain, n'est-ce pas? Voilà ce que la théorie de l'esprit souverain affirme. La destruction du potentiel humain n'est pas accidentelle, elle est systémique. Elle est systémique. Elle suit une logique qui a pour origine, qui a une origine historique documentée, une mécanique psychologique décrite par les neurosciences. Et donc, une fonction économique et politique qui explique pourquoi, malgré toutes les réformes, malgré tous les rapports, malgré tous les experts, le système fondamental n'a jamais changé. Voilà comment il faut le comprendre. Parce que le système fait exactement ce qu'il est censé faire. Le système fait exactement ce qu'il est censé faire. Et ça, il faut que tout le monde en ait conscience. La question n'est donc pas comment réformer le système. Là n'est pas la question. La question est comment soustraire vos enfants à son emprise pendant que la fenêtre est encore ouverte. Je répète cette question. La question, comment soustraire vos enfants à l'emprise du système pendant que la fenêtre d'hypersynchronie θ est encore ouverte. Et c'est là que la philosophie devient pratique, que la théorie devient un mouvement. Mais avant d'en arriver là, il faut qu'on parle d'une dernière chose dans cette partie historique, une chose que j'appelle le paradoxe de la bienveillance. Le paradoxe de la bienveillance. Parce que le système que je vous décris depuis tout à l'heure n'est pas peuplé de monstres. Les enseignants ne sont pas des oppresseurs, point du tout. Les parents qui envoient les enfants à l'école ne sont pas des complices. Les ministres de l'éducation, pour la plupart, ne se lèvent pas le matin en se disant comment puis-je écraser un peu plus le potentiel aujourd'hui? Comment puis-je écraser un peu plus de génie aujourd'hui? Du moins, j'espère que ce n'est pas le cas. Parce que... Non, le système est peuplé de gens bien, de gens qui croient sincèrement en ce qu'ils font, des gens qui aiment les enfants, qui veulent leur réussite, qui travaillent dur dans des conditions souvent difficiles. On parlera un peu d'esclavage d'ailleurs dans un prochain cours. Et c'est précisément pour ça que c'est si difficile à changer. C'est précisément pour cela que c'est si difficile à changer. Vous avez Hannah Arendt, philosophe allemande, qui a introduit un concept qui me fascine particulièrement. Un concept qui me hante. Il suffit juste d'y penser pour que cela me hante à nouveau. Bon, c'est un nom qu'il faut également que vous maîtrisiez quand on parle de ce sujet. Il faut absolument que vous maîtrisiez ce nom également quand on parle de ce sujet. Donc, elle a introduit un concept qui me hante depuis que je travaille sur cette théorie. Elle a formulé à propos des régimes totalitaires. Mais il s'applique à toute structure systémique qui produit du mal sans mauvaise intention. On dit bien, ne dit-on pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions? On y est complètement là. Elle appelle donc la banalité du mal. On est en plein dans cela dans le monde aujourd'hui. Regardez la guerre qui se passe au Moyen-Orient. Le mal banal n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas un monstre qui ricane. C'est le fonctionnaire qui remplit ses formulaires. C'est l'employé qui applique des règles. C'est l'institution qui se perpétue parce que personne n'est en mesure de faire en sorte qu'il s'arrête. Parce que personne ne s'arrête pour demander, mais pourquoi faisons-nous ceci? Pourquoi ne changeons-nous pas les choses? L'école dans sa forme actuelle est en plein dans ce qu'on appelle donc la banalité du mal.
C'est une expression assez claire de la banalité du mal éducatif. Pas parce que les gens qui y travaillent, qui travaillent donc à l'école, je passe des enseignants au personnel administratif, pas parce que ces gens-là sont mauvais, mais parce que la structure elle-même produit un résultat que personne n'a consciemment choisi et que tout le monde perpétue sans jamais vraiment le questionner. Voilà d'où vient la banalité du mal éducatif à travers le monde. « 96%. 96%. Voilà le résultat. Voilà le produit de la banalité. Voilà ce que produit la banalité, silencieusement. Voilà ce que produit la banalité, silencieusement, régulièrement, année après année, génération après génération. 96%. La quasi-totalité de l'humanité. Nous sommes en train de vivre collectivement la plus grande perte de capital humain de l'histoire de l'humanité. Il faut qu'on en ait conscience. Il faut qu'on en ait conscience. Ce n'est pas à cause d'une guerre. Ce n'est pas à cause d'une catastrophe. Ce n'est pas à cause d'une maladie. Ce n'est pas à cause d'une catastrophe naturelle. Mais c'est à cause d'une cloche. C'est à cause d'un bureau, d'un manuel. Et donc, d'un bulletin de notes. Voilà comment je l'explique. Dans la prochaine partie, nous allons sortir de l'histoire. Nous allons entrer dans la solution. Dans ce que la théorie de l'esprit souverain propose concrètement. Ce que ça signifie de rendre à un enfant la souveraineté sur son esprit. Et pourquoi ce n'est pas une utopie. Nous allons entrer profondément dans ceci. C'est une urgence. Ceci est une urgence. Je vais vous poser une question. Juste une question. C'est une vraie question, n'est-ce pas? Je vous invite vraiment à y réfléchir. Ce n'est pas une question rhétorique, une question à laquelle je veux que vous répondiez honnêtement, dans votre tête, après que je l'ai posée. Quand votre enfant, ou l'enfant que vous étiez, posait une question à laquelle l'adulte en face ne savait pas répondre, que se passait-il? Quelle était la réaction la plus fréquente? Quelle était la réaction la plus fréquente? Pensez-y. On verra ça plus tard. C'est trop compliqué pour toi. Voilà ce qu'il disait. On verra ça plus tard. C'est trop compliqué pour toi. Tu comprendras quand tu seras plus grand. Ce n'est pas un programme. Concentre-toi sur ce qu'on te demande de faire. Voilà. Voilà. Voilà le intellectuel. Il est là. Voilà le... Souvenez-vous, je ne peux pas le dire. Voilà le intellectuel. Il n'est pas spectaculaire. Il n'est pas violent, il n'est pas intentionnel. Mais il est dévastateur. Juste, ce n'est pas au programme. La curiosité est le moteur premier de l'apprentissage humain. C'est documenté. Ce n'est pas une métaphore. C'est de la neurologie, de la neurobiologie. Quand un enfant pose une question qui vient de lui, de sa propre observation du monde, son cerveau libère de la dopamine, le neurotransmetteur de la récompense. Le même qui s'active dans l'anticipation de plaisir, dans la découverte, dans la création.
La curiosité n'est pas un trait de caractère, c'est un état neurochimique. Et comme tout état neurochimique, il se renforce quand on le nourrit.